Bonjour Marie, Bonjour. merci d'être présente avec moi. Je suis très content de vous avoir aujourd'hui. C'est pas souvent qu'on a une professeure émérite à Sciences Po, chercheur, auteur, autrice, auteur. Hein, je me rappelle jamais, pardon. Mais en tout cas, c'est chouette de vous avoir aujourd'hui. Est-ce qu'on peut commencer l'épisode peut-être par vous présenter et raconter aux auditeurs ce que vous faites? Écoutez, je suis sociologue et je travaille depuis toute ma carrière, j'ai travaillé plutôt sur l'école et les politiques éducatives, hein, donc un regard sur les élèves, les carrières des élèves, pas tellement sur les enseignants, puis après sur les politiques éducatives, hein, mises en œuvre par les gouvernements, et en faisant pas mal de comparaisons internationales, c'est toujours assez éclairant. Et puis j'ai travaillé également sur ce qu'il y a derrière l'idée des inégalités, à savoir la justice, hein, les questions de justice, de mérite, etc., qui sont plus mes travaux récents. Alors ça veut dire quoi la sociologie quand on parle d'éducation? Ben, quand on parle d'éducation, la sociologie, ça consiste à dire pourquoi certains élèves réussissent et d'autres pas, pourquoi certains vont faire des grandes écoles et d'autres des CAP, et on refuse par position disciplinaire l'idée que c'est des dons comme ça qui tomberaient du ciel. On se dit c'est dans leur environnement social et scolaire aussi, hein, que tout ceci se fabrique. Donc c'est l'idée de fabrication des carrières scolaires, si on peut dire. Voilà. Ok, donc ça fait lien. Vous avez sorti un livre qui s'appelle L'intelligence, ça s'apprend. Donc avec l'idée que finalement on n'est pas déterministe, tout n'est pas inné, contrairement à ce qu'on peut penser. On n'est pas finalement avec une intelligence et ça se développe. Ok, mais alors moi j'avais une question par rapport à tout ça. Donc je comprends qu'il y a le contexte, il y a l'environnement, il y a forcément l'éducation, les parents, etc. qui jouent. Moi une question que je me posais par rapport à ça, c'est jusqu'à quel âge finalement ça a un impact et si moi j'ai raté entre guillemets mon éducation à 6, 7, 8 ans, jusqu'à quand je peux développer mon intelligence est-ce que c'est une courbe et quel est votre point de vue là-dessus? Ben, pour certains, ça dépend un peu des apprentissages. Hein. Alors là, on se tourne plutôt vers les neuroscientifiques, par exemple, qui vont nous dire pour certains apprentissages, il faut les faire assez tôt. Hein, et pour d'autres, ça gêne moins. Hein. Donc Mais par exemple, qu'est-ce oui, qui par doit se exemple, faire tôt et qu'est-ce qui doit se faire alors on tôt le par dit exemple beaucoup pour les langues, par exemple, mais en même temps, il y a des travaux récents qui remettent en question l'idée que les personnes âgées ne pourraient plus apprendre. Il y a des travaux qui disent, bah, finalement, si. Hein, elles peuvent encore apprendre une langue, apprendre de la musique ou des choses comme ça. Donc ça, c'est une question. La réponse, elle évolue en permanence, comme dans tous les domaines scientifiques. Hein. Ce qu'on dit aujourd'hui va être périmé demain. Donc, je crois qu'il ne faut pas se verrouiller d'emblée en disant, bah, ça, c'est fichu. Mais ça, c'est la perspective plutôt constructiviste, hein, et optimiste, hein, un peu des sciences sociales. Ok. Et alors, quand on part de là, on se dit donc qu'on peut effectivement apprendre, quoi qu'il arrive, en tout cas peut-être plus ou moins rapidement selon la compétence. Quels sont les facteurs vraiment importants à prendre en compte si je suis parent, si je suis formateur, si je suis directeur d'une école ou même politique, sur quoi il faut que j'influe et qu'est-ce qui a le plus d'importance finalement dans tout ça? C'est difficile de dire le plus important, ce qui est très à la mode. Alors, il y a des modes dans les sciences, mais c'est parce qu'on met en avant certains facteurs et qu'on les explore. Hein. Et ce qui est très D'accord. important en ce moment, que ce soit chez les psychologues, les sociologues, les spécialistes d'éducation, c'est la notion de motivation qu'on exprime maintenant différemment que la vieille idée de motivation, en disant il y a des gens qui ont un esprit qui est persuadé qu'il peut avancer, et d'autres qui pensent que l'esprit est fixe, le fixed mind, hein, ou d'un Ouais. growth mind, hein, donc un esprit qui peut évoluer. Donc l'image qu'on a de soi-même et de ses propres compétences est vraiment un déterminant tout à fait important. Et c'est pour ça que d'ailleurs le système français, on y reviendra sans doute, est assez cruel, hein, parce que dans le système français, on développe assez peu, hein, ce type de confiance dans ses possibilités d'évoluer. Hein, on est assez fixiste d'une certaine manière. Alors là, on parle de la France, mais donc du coup, je suppose qu'ailleurs, on le fait mieux. Qu'est-ce que ça veut dire ailleurs de développer ce gros mindset? Ben, ailleurs, alors on peut prendre l'exemple des États-Unis. Alors parfois, il est de bon ton de se moquer un petit peu des Américains qui sont naïfs dans leur foi, etc. Mais ça va se traduire. C'est pas des conceptions qui sont révolutionnaires, mais des interactions avec les enseignants qui, devant une erreur, par exemple, vont dire bah oui, c'est normal de se tromper. Et comment on peut faire pour progresser, alors que chez nous, il y a quand même toujours, les élèves ont l'impression qu'ils sont jugés sur leur intelligence, justement, ou sur leurs compétences, disant, je suis nul. Hein, moi, j'ai vu dans les classes des gamins de 7 ans, hein, qui disaient je suis nul. Hein, donc à 7 ans, quoi. Donc ça, c'est assez D'accord. dramatique. Hein. Donc c'est surtout dans l'interaction avec les enseignants, dans les convictions que les enseignants ont eux-mêmes, que ça se traduit. C'est pas un système d'organisation de l'école radicalement différent.
Donc, est-ce que ça vient uniquement de l'enseignant? Il faut qu'on forme les enseignants et c'est ça qui va corriger le tout? Ou est-ce que il y a aussi d'autres éléments? Je pense par exemple aux notes. Je crois que le système de notation, notamment pour les enfants aux États-Unis, est un peu différent de ce qu'on a en France. Ou est-ce que c'est uniquement les enseignants? Bah, évidemment, il faut sensibiliser les enseignants et les former en conséquence. Hein, c'est pas dans les gènes des enseignants. La structure du système éducatif peut aider. Hein. Nous, on a un système, par exemple, en France, enfin, il est en train d'évoluer. Hein, un élève en primaire qui n'apprend pas bien à lire, on dit il va redoubler. On redouble de moins en moins, mais il va redoubler. Bon, il y a des pays où c'est interdit. Bon, si c'est interdit, il va passer et on gérera ses difficultés. Il y a des pays comme la Finlande où quand un élève a des difficultés très tôt en primaire, tout de suite, un assistant d'éducation se met avec lui et s'attache à corriger la difficulté. Donc, toute l'organisation pédagogique peut évidemment participer de cette éducation à un growth mindset. Et alors, si on ne fait pas comme la Finlande, est-ce que c'est une question de moyens ou est-ce que les Finlandais disent non, non, nous on a les mêmes moyens, mais c'est rentable sur le long terme, donc on le fait? Est-ce qu'on a les moyens de faire comme la Finlande? Bon, les moyens, c'est jamais miraculeux. J'avais fait il y a quelque temps des comparaisons justement pour le Japon. Et on voyait que parmi les systèmes les plus efficaces au sens de progression des élèves jusqu'à 15 ans, avec les fameuses épreuves d'acquis à 15 ans, on voyait que des pays comme la Pologne, qui mettent très peu d'argent dans le système éducatif, le Japon, qui en met beaucoup moins par élève, était bien plus efficace que nous. Donc c'est une question aussi d'organisation du système. Alors, ceci dit, en France, on a un financement qui est très particulier. On finance assez peu l'enseignement primaire, beaucoup plus le secondaire, alors que beaucoup de choses sont jouées au niveau de l'enseignement primaire. Et c'est pas le cas au Japon, parce qu'au Japon, moi je pourrais supposer qu'il y a aussi une grande différence culturelle, bien quand entendu. même. Oui, c'est pour ça que j'utilise assez peu les comparaisons avec le Japon, mais la Pologne ou les pays du Nord sont quand même plus comparables. La Pologne, ils dépensent rien, et ils ont des bons résultats à 15 ans. Ils ont fait des réformes éducatives qui ont eu des effets, donc voilà, il y a des pays qui font mieux que nous. Alors, quand on compare les pays, c'est pas un jeu de mécano, les systèmes. On va pas prendre un bout du système polonais, puis un bout du système japonais, puis un bout, etc. Il faut regarder la cohérence d'ensemble. Il y a aussi un fond culturel dans tous les pays. Donc, il faut étudier soigneusement tout ça et pas en déduire des recettes miracles, quoi. Donc c'est multifactoriel, mais j'imagine qu'on peut quand même identifier des points majeurs. Et est-ce qu'on a tiré du coup des conclusions de ce qu'on voyait en Pologne et au Japon et qu'on est en train d'implémenter ou qu'on a déjà implémenté en France? Oui, enfin ce qui apparaît par exemple assez typique du Japon, mais c'est en partie un trait culturel, c'est qu'au Japon on trouve normal que les bons élèves dans la classe aident les moins bons. Alors que chez nous, que les élèves parlent entre eux, on va dire mais tu copies ou faut pas parler, etc. Donc l'entraide est considérée comme normale, par exemple. Ça c'est quand même un point tout à fait important. Bon, ce qui se dégage aussi des comparaisons, c'est que c'est intéressant de mettre tous les élèves ensemble, justement, avec un certain niveau d'hétérogénéité et de cultiver justement le peer teaching. Ils vont s'apprendre beaucoup entre eux. Et donc, alors qu'en France, on a plutôt l'idée que chaque élève est face au maître, c'est pratiquement un face-à-face, et on n'exploite pas la dynamique de la classe. Ça, c'est un point aussi assez important. D'accord. Et comment on encourage ça? Est-ce que c'est uniquement les profs ou est-ce qu'il y a aussi des modalités pédagogiques? Est-ce qu'il faut qu'on fasse rentrer un peu plus de projets et de jeux dans la classe? Quelles sont les mesures qui seraient à adopter? Il y a évidemment la formation des enseignants. Je pense que ce qu'on n'a pas assez en France, c'est des expérimentations, avec peut-être des inspecteurs qui n'auraient pas le rôle de flics, entre guillemets, mais qui encourageraient des expérimentations, qui peuvent échouer d'ailleurs, mais qui peuvent réussir. On va essayer ça. Nous, on est assez dogmatique. Par exemple, on dira, il faut faire ça. Et si vous ne le faites pas, vous êtes mal noté. Mais si quelqu'un expérimente quelque chose, l'évaluation permettra de dire si c'est bien. Or, en France, non seulement on n'expérimente pas, mais on est assez réticent à l'idée d'évaluation. Alors, quand je dis on, ça peut être aussi des enseignants qui ont l'impression qu'on va observer leurs pratiques, leurs résultats, qui vont être mal notés. Enfin, il y a un état d'esprit qui est assez fermé quand même à l'attitude ouverte qu'exigent les expérimentations. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'expérimente pas? C'est l'état d'esprit ou est-ce qu'il y a certains blocages organisationnels ou politiques, par exemple? Politique, je pense pas. Disons que on a un système qui est hiérarchique, quoi. Les enseignants les plus gradés vont devenir inspecteurs. Inspecteurs, ils auront un pouvoir parce qu'ils vont noter des gens. Bon, les notes n'ont pas un poids décisif sur la carrière, mais c'est quand même les enseignants donnent parfois l'impression d'être infantilisés. Ils ont peur de l'inspection alors qu'elle n'a pas beaucoup d'impact sur leur carrière. Ça, c'est tout à fait regrettable. Et on valorise peu dans notre pays l'équipe, le travail en équipe. On parle à l'heure actuelle de rémunération au mérite, par exemple, pour les enseignants. On n'a pas imaginé que peut-être c'était l'équipe qu'il fallait prendre en compte. Ça sera chaque enseignant qui sera au confessionnal, d'une certaine manière, et dont on évaluera le mérite, quoi.
D'accord. Et en équipe, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire à l'échelle d'une école, ou ça veut dire à l'échelle de la Oui, région? ça dépend des niveaux, évidemment. L'équipe la plus constituée, qui existe d'ailleurs dans beaucoup d'établissements, c'est au niveau du collège. Au niveau du collège, là, on a vraiment le principal et l'équipe d'une classe qui se réunit en conseil de classe, donc qui se réunit, évidemment. Bon, en Oui, primaire, parce qu'on a ces différentes personnes qui tournent autour d'une même classe, contrairement à la primaire où il y a une personne pour une classe, oui, au voilà, il final. y a une personne, mais il y a des pays où il y a plusieurs personnes qui peuvent intervenir dans la classe. Nous, en France, on a l'impression que l'enseignement, c'est une activité privée. L'enseignant, il ferme la porte et il est tout seul, et il est maître de son jeu, et personne n'a le droit d'aller voir ce qu'il fait, quoi. Ça, c'est assez français. D'accord. Ok. Et j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur du travail passé, qu'on fasse le parallèle, voir s'il y a eu des évolutions. Donc je sais déjà en 1994, il y avait donc vous avez fait une recherche. Alors si je me trompe pas, hein, évidemment, je suis sous votre garde, mais sur les variables, la variable sexe, par exemple. Donc il y a à dire qu'il y a des différences. Alors sexe, genre, peut-être vous avez expliqué la différence rapidement, mais donc rien que le fait d'être un garçon ou fille, femme-homme, crée une différence. Et donc, je veux bien qu'on en parle rapidement, mais surtout, est-ce que depuis ces études-là, il y a eu des choses qui ont changé sur les 20-25 dernières années, même quasiment 30 années, ou pas trop? Oui, je pense que les choses ont changé parce qu'on est plus conscient de ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que les phénomènes, notamment le poids des stéréotypes sociaux, soient moins importants aujourd'hui, mais on en est conscient. Et ça, c'est très important. La conscientisation, comme on disait à mon époque, c'est quand même un phénomène très important. Donc, il y a eu pas mal de publications. J'en ai fait moi-même. Donc, si je voulais mettre en avant, je dirais, voilà, j'ai fait un livre en 90, qui, à l'époque, ça s'appelait L'école des filles, a fait prendre conscience à certains enseignants que peut-être ils n'interagissaient pas de la même manière avec les garçons et les filles. Bon, je pense que depuis, donc, les psychologues aussi se sont attelés à cette tâche-là. Et donc, on est davantage conscient du jeu des stéréotypes. Et les familles ont pas mal évolué. Je pense que les familles ont peut-être plus évolué que ce qui se passe en classe. Parce que les familles, il y a 20 ans, quand on demandait aux familles comment vous voyez l'avenir de votre enfant, garçon ou fille, on voyait encore des parents qui disaient, ma fille, elle s'occupera de sa famille avant tout. À l'heure actuelle, les parents pensent tous que leur fille va travailler. Et donc vont investir dans les études autant que pour leur fils. Donc ça a sans doute pas mal évolué. Du côté des enseignants, ils sont plus conscients que peut-être ils véhiculent des stéréotypes. Il y a eu d'ailleurs des formations. Ceci dit, ces stéréotypes sociaux, ils sont quand même lourds. Ils évoluent, ils sont sans doute moins marqués aujourd'hui dans certains domaines. Par exemple, peu d'enseignants diraient si une fille réussit moins en maths, c'est parce que c'est dans son cerveau, parce que ça, c'est quand même des choses mais ça existe encore. Dans la société, il y a encore 5 ou 6% des gens qui disent oui, c'est dans le cerveau. Donc, c'est un peu moins pesant, mais il y a quand même toujours des stéréotypes parce que la société est organisée comme ça, parce que le monde du travail également, ce qui fait dire que c'est normal qu'une fille dans certaines professions et moins dans d'autres, etc. Et quelle autre inégalité sociale il y avait déjà il y a quelques décennies et ont évolué ou pas? Moi, je suis curieux de savoir, après quelques dizaines d'années, alors ça fait pas 100 ans non plus, mais quelle évolution il y a eu et quel chemin il reste à faire sur quels sujets sont importants aujourd'hui restants également? Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on ne parle pas beaucoup des inégalités géographiques. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est un peu tabou. On parle beaucoup des inégalités sociales. On va mesurer, par exemple, les chances d'accéder aux grandes écoles des enfants de tel ou tel milieu. On va voir que ça s'ouvre un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Par contre, le devenir scolaire du gamin qui habite au fin fond de la campagne du Gers, ça, il n'a aucune chance d'aller à la Polytechnique, ça c'est clair, même s'il est très doué, si on croit aux dons. Donc, il y a quand même encore de très fortes barrières selon l'endroit où on est. Et je pense qu'il y a encore aujourd'hui d'assez fortes différences de niveau entre les établissements scolaires, mais qu'on mesure pas bien. À l'heure actuelle, par exemple, le baccalauréat intègre des notes de contrôle continu de plus en plus. C'est une façon, d'une certaine manière, de masquer les inégalités réelles de niveau qui existent. Moi, je suis assez frappée que finalement on n'en parle pas. Mais en ayant travaillé à la fois sur Paris et sur la province, on se dit mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc ça, je pense que ça reste un peu une tâche d'ombre, peut-être un peu tabou. On parle du système éducatif, mais le système éducatif, si vous habitez dans le 5e arrondissement, dans des coins perdus du 9-3 ou les coins perdus de la France profonde, c'est quand même pas pareil.
C'est pas pareil. Et comment on pourrait résoudre ça? Est-ce que la technologie peut nous aider là-dedans? Parce que on le voit par exemple dans la formation professionnelle. Aujourd'hui, les formations sont beaucoup plus accessibles avec des MOOC. Et je peux par exemple suivre une formation de Harvard depuis chez moi dans le Gers. Est-ce qu'on va tendre vers ça dans l'éducation nationale? Est-ce que c'est un sujet ou pas? Bah, pour les jeunes, les projets se forment quand même assez tôt. Hein. C'est quand on est adolescent qu'on se dit qu'est-ce que je pourrais devenir. Or, pour se poser ce genre de questions, bah, le jeune il regarde autour de lui. Hein. Donc, on est quand même profondément dans un milieu. Alors, bien sûr, il y a les médias, il peut regarder à la télé, rêver d'être Elon Musk. Mais c'est rare, il va plutôt regarder dans sa petite ville, qu'est-ce que font les gens, etc. Donc, les gens sont situés. Hein. Donc, pour aider les jeunes à sortir un petit peu de là où ils sont, je crois qu'il faut des interactions sociales. Moi, je crois assez au contact avec les enseignants ou des conseillers de tout poil, hein, d'orientation ou autre. Et je ne crois pas qu'il soit suffisant de les mettre devant un écran. Je ne crois pas. Ouais, donc on est la moyenne des gens qui nous entourent, donc ça veut dire qu'il faut peut-être encourager les personnes à bouger, à aller à Paris, et peut-être qu'il faudrait des échanges presque entre les lycées, c'est ça qu'on est en train de dire? C'est un petit peu d'ailleurs ce qui est fait actuellement. Hein. Actuellement, dans Parcoursup, hein, on donne des primes aux étudiants qui se déplacent, qui sortent de chez eux. Hein. Donc c'est effectivement bouger. D'ailleurs, le succès d'Erasmus, hein, vous savez, ces échanges internationaux d'étudiants qui concernent aussi les élèves de filières professionnelles, c'est apprécié par tous les jeunes. Hein. Donc ça, c'est effectivement une clé. Alors, tant qu'on parle de Parcoursup, d'orientation, je sais que vous avez été conseillère d'orientation à un moment. Alors, c'était pas hier, mais je suis curieux de savoir aujourd'hui, de votre point de vue, est-ce que les conseillers d'orientation vont continuer à exister dans un monde où il y a l'IA et qui va peut-être nous poser des questions finalement plus directes, plus personnelles. Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Bah, ça m'intéresse, mais je crois qu'il y a une certaine naïveté à penser que l'IA va remplacer tout le monde. Et ça, on a quand même eu une illustration assez récente avec la période du confinement. On s'est dit, ah bah c'est super, les gamins, ils ont pas de classe, mais c'est pas grave, ils vont être devant leur écran et tout ira bien. Bah, on a vu que ce n'est pas le cas, hein, parce que pour apprendre, il faut aussi avoir le soutien des autres qui sont à côté, qui ont du mal comme vous, il faut discuter avec eux, etc. Et je crois que c'est la même chose pour former un projet. Hein, pour un projet d'orientation et même se voir soi-même. Comment on est? Ben, on est dans le regard des autres. Donc, est-ce que les jeunes entre eux vont dire, bah, à ton avis, là, tu me vois bien là-dedans ou pas? C'est pas l'IA qui va dire ça. C'est vraiment dans le contact avec les autres. Hein. Donc, moi, je crois pas que ça soit une... De toute façon, il y a beaucoup de fantasmes avec l'IA, comme on a eu dans l'an 2000 avec l'introduction de l'informatique. Donc, moi, qui suis assez âgée, je regarde ça avec un peu de scepticisme, mais peut-être je suis plus dans le coup du tout. Ok, c'est très intéressant. Donc peut-être que finalement l'IA ou les outils technologiques seront mieux positionnés à aider à trouver les bonnes personnes. Je pense à des plateformes comme My Job Glasses, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui permettent de mettre en relation des étudiants avec des professionnels pour qu'ils puissent discuter avec eux, essayer de comprendre ce qui va se passer. Est-ce que la place des professionnels, de ceux qui travaillent finalement, qu'on souhaite devenir d'une certaine manière quand on est enfant, devrait être plus intégré dans l'éducation plus tôt ou pas? Oui, moi je pense beaucoup, d'ailleurs on le soutient dans un livre qu'on va publier avec François Dubé, je pense que l'école est trop fermée sur les enseignants. Les enseignants sont souvent des gens qui ont fait des études brillantes, mais qui ne sont jamais sortis de la fac, ni de l'école donc, hein, qui sont souvent mariés avec des enseignants. Et donc je pense qu'on n'exploite pas du tout les professions des élèves, hein, et dans un cercle plus large éventuellement, ou celle éventuellement des retraités. Et chaque fois qu'on fait entrer des professionnels dans les écoles, en général, les élèves sont contents. Donc, il faut vraiment une ouverture. Alors, ça peut être par des stages. Les stages aussi, les élèves aiment bien ça. Hein, le stage de 3e fait un tabac. Alors après, il faut aider les élèves à trouver des stages. Il y a eu un peu des problèmes avec le stage de seconde, mais les élèves sont contents. Donc, ça répond à un besoin de voir la vraie vie, quoi. On ne peut pas les laisser enfermer, surtout que les études sont de plus en plus longues. Alors qu'un jeune qui resterait jusqu'à 23, 24 ans dans le monde strictement universitaire, c'est une catastrophe. Comment il va se jeter dans le grand bain? C'est pas possible. Alors, vu qu'on est passé un petit peu sur le supérieur là, brièvement, ça me fait penser à quelque chose que vous aviez dit dans une autre interview où vous signifiez que globalement les diplômes étaient source d'inégalité. De par le fait que finalement si on ne l'a pas, on est mis dans une case, en France en tout cas, et donc ça crée un stress chez les étudiants, enfin bref, ça avait pas mal d'incidences. Donc la question est la suivante, c'est est-ce que ce serait une bonne chose de supprimer complètement les diplômes? Je pense que plutôt que de supprimer les diplômes, il faudrait leur donner moins d'importance, parce qu'on n'est pas que un diplôme, on est une personne qui a un diplôme et qui a autre chose dans sa vie. Le supprimer entièrement,
c'est vrai que d'abord, c'est une épreuve, et les épreuves, c'est plutôt formateur, hein, c'est un challenge, des fois, de passer un diplôme. Par exemple, on dit souvent, mais oui, le bac, il sert à rien. Bah, les jeunes, ils sont contents de préparer leur bac. Enfin, ils sont pas très contents, mais contents de l'avoir, en tout cas. Donc, c'est un challenge, et il en faut. Et puis, ça peut être une garantie. Je ne sais pas si vous seriez content de vous faire opérer par un chirurgien qui n'aurait aucun diplôme. Est-ce que vraiment il a étudié ce truc-là, hein? Et puis, bon, il y a beaucoup de domaines où on se dit c'est quand même bien d'avoir, y compris pour votre plombier qui va réparer chez vous. Donc, ça assure un minimum. Il y a une garantie qui est apportée par le diplôme. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est que d'abord, il y a des jeunes sans diplôme et on considère que du coup, ils valent rien. Alors, c'est pas parce qu'on est sans diplôme qu'on ne vaut rien. Et puis, même un jeune qui a un diplôme assez élevé, il a éventuellement d'autres compétences, au contraire, il manque d'ailleurs de certaines compétences, qui fait qu'il ne se résume pas à un diplôme. C'est plutôt ça qui est discutable, hein, c'est de mettre ça en avant comme si c'était l'alpha et l'oméga d'une personne, quoi. Et donc on tendrait, moi ça me fait penser au modèle américain où lorsqu'on veut rentrer dans une grande école, enfin en tout cas Harvard par exemple, Stanford, on va demander à l'étudiant d'écrire un document racontant notamment ses expériences extra-scolaires. On se retrouve à l'inverse avec des personnes qui ont des super notes académiques et qui ont peut-être moins d'activités mais qui ne vont pas être prises. Quel est le bon équilibre pour vous entre les activités extrascolaires à mettre en valeur et en même temps avoir des compétences académiques, en tout cas s'assurer justement d'avoir un certain niveau en maths par exemple? Je crois que ça dépend des professions. Comme il y a des professions, toutes les professions, je prends l'exemple, je les connais mal, hein, je vais dire des bêtises, toutes les professions du commerce ou du marketing. On imagine qu'il faut des compétences techniques. On imagine aussi qu'il y a un type de personnalité qui est très important. Si je fais une école de commerce et que j'ose pas parler à quelqu'un, je suis très timide, etc., ça va poser un problème quand même. Bon, à l'inverse, il y a des domaines, j'évoquais tout à l'heure, le chirurgien, il faut aussi qu'il s'adresse à ses patients, mais il faut avant tout qu'il ait des connaissances physiologiques, enfin techniques, chirurgicales extrêmement précises. Donc là, il peut se permettre d'être un peu caractériel, d'ailleurs ils le sont souvent, hein. Mais voilà, ça dépend vraiment des professions. Ce qui nous gêne, en France, on a tendance à faire ça de plus en plus. Par exemple, à Sciences Po, comme vous le savez, on essaie de prendre en compte de plus en plus ces critères-là. Dans Parcoursup, on demande une motivation, un CV, etc. Mais en France, on est un peu coincé parce que on se dit ah oui, mais c'est pas objectif. On est très accro aux notes parce qu'on pense que c'est objectif. Or, on sait bien que les notes, c'est pas un truc parfait, c'est pas le thermomètre qui mesure la température. Il y a des biais considérables dans les notes. Mais nous, on reste chevillés avec cette idée chevillée au corps que le mérite scolaire, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, quoi. Voilà. D'accord. Donc finalement, on n'est pas vraiment dans une méritocratie. Qu'est-ce que ça veut dire la méritocratie au final ? La méritocratie, c'est notre système, parce que dans des sociétés comme la nôtre, on n'admet plus qu'on se transmette une profession de père en fils, ou de mère en fils, ça n'a jamais existé d'ailleurs. Hein, on se dit l'aristocratie, on n'en veut plus, mais comment est-ce qu'on va répartir les places dans la société? Les places, elles sont très inégales, il y a des places dont personne ne veut pour ses enfants, comment on fait? Donc soit on les tire au sort, c'est une vieille question qui a été documentée par les philosophes de l'Antiquité, soit on tire au sort, soit on trouve un critère, et on se dit, non, c'est les qualités des gens, personnelles, hein, pas celles de leurs parents, etc. C'est leur qualité personnelle qui doit jouer. Et comment on mesure ces qualités? On renvoie le bébé, c'est un peu la patate chaude, à l'école, en disant c'est l'école qui va mesurer les qualités des personnes. Mais l'école, elle les mesure, mais avec des biais, mais de façon très étroite. C'est un mérite scolaire. Mais c'est ce qu'on a trouvé de mieux dans la plupart des pays comparables. Mais il ne faut pas y croire trop, quoi. On sait bien que ça marche pas parfaitement. On peut pas rejeter la méritocratie, parce que qu'est-ce qu'on met à la place? Donc il faut qu'il y ait ça, mais il faut que ce soit une méritocratie tempérée, hein, par une bonne connaissance des limites, hein, des biais dans les notes, des biais dans la réussite scolaire, et la prise en compte d'autres facteurs, hein, des qualités physiques, personnelles, etc., qui sont tout autant du mérite, quoi. Voilà, faut élargir notre définition du mérite. Et qu'est-ce qui, de votre point de vue, ces dernières années, ont été des bonnes politiques qui ont permis de tendre vers cette méritocratie tempérée? C'est-à-dire, vous savez, c'est un projet à long terme, hein, restaurer ou aller vers plus de méritocratie. Ce qui est théoriquement porteur de plus de méritocratie, c'est les efforts qui ont été faits ces dernières années au niveau de l'école primaire. Par exemple, quand il y a eu cette politique de réduction importante de la taille des classes dans les écoles défavorisées, etc., ça va dans le bon sens, parce qu'on sait bien que ce qui se joue à 6 ans est déterminant pour la suite. Donc ça va dans le bon sens. Est-ce que c'est efficace? Bon, ça n'a pas l'air miraculeux, mais ça, il faut l'expérimenter, le tester et corriger. Donc ça va dans le bon sens.
Ce qui va dans le bon sens aussi d'une certaine manière, mais là je vais pas me faire des amis, c'est l'organisation de Parcoursup, parce que Parcoursup est beaucoup décrié. Mais en même temps, il faut bien se rendre compte que il y a 20 ans, le petit jeune dont je parlais tout à l'heure dans le Gers, là, d'abord on lui disait si tu vas en fac, tu vas dans l'université qui est à côté de chez toi, hein, pas ailleurs. Et puis il connaissait pas non plus les offres, hein, très peu. Hein. Là, les offres de formation ont explosé, les jeunes sont plus nombreux. Et ils peuvent maintenant être mobiles et on les encourage à être mobiles. Donc c'est potentiellement porteur de plus de méritocratie, même si là encore c'est balbutiant, c'est pas parfait, etc. Ouais, donc l'accès à l'information, les déplacements, ce sont des choses très positives. Ok, super. Et alors, j'aimerais qu'on revienne dans une situation finalement qui arrive quand même assez régulièrement. D'ailleurs, dans une autre interview, vous disiez que il y avait, enfin, en tout cas, c'était un chiffre qui ressortait, que 10% des 18-64 ans ont encore des difficultés à lire ou à écrire. Donc, on voit bien qu'il y a des personnes qui n'ont pas réussi à un moment à apprendre, alors que ce soit de leur faute ou pas. Hein. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à un moment, vous avez dit, finalement, tout le monde peut apprendre. Ça dépend principalement des modalités pédagogiques. Et donc, quelles sont les modalités pédagogiques alors il y en a peut-être plusieurs hein, selon le contexte, j'entends, mais qui peuvent venir aider ces personnes en difficulté? Ça, c'est les sciences de l'éducation et les psychologues hein, qui peuvent le démontrer. On sait par exemple que pour l'apprentissage de la lecture, il y a eu des modes pédagogiques, il y en a toujours, hein, de type méthode globale, et que finalement, il semble à présent démontrer, et il y a eu des expérimentations concluantes, que certaines méthodes plus syllabiques, etc., sont plus efficaces. Mais ça manque, ça on le sait pour les premiers pas en lecture. Bon, on le sait moins dans d'autres domaines. Pour le calcul, il y a sans doute aussi des méthodes, hein, parce qu'il y a beaucoup d'inégalités, notamment sociales en calcul. On pense toujours que tout est dans les lettres, la littérature, etc. Pas du tout. Hein, il y a des inégalités sociales importantes en calcul. Et là, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'expérimentation qui permettent de détecter les bonnes réponses. Ça, c'est un travail d'expérimentaliste, de spécialiste. Hein, mais en tout cas, c'est jamais une science exacte, cette affaire-là. C'est-à-dire que même si on a la méthode qui marche parfaitement en moyenne, vous aurez bien certains individus avec qui ça va pas marcher, soit parce qu'il y aura d'autres facteurs affectifs ou de contexte qui vont interférer. Donc, il y a pas l'éducation reste une affaire de personnes, hein, quand même, et pas uniquement de machines. Sinon, la machine, justement, pourrait le faire. Bien sûr, et on essaie de tendre vers la perfection, mais on n'y arrivera jamais, on sera jamais à 100% des personnes sur tous les sujets. Oui. Ok. Écoutez, c'est super intéressant. J'ai peut-être une dernière question avant qu'on passe sur la question de la fin, donc en fil rouge entre les épisodes. C'est de votre point de vue, parce que j'ai bien compris, on a fait la petite boucle finalement que les expérimentations étaient très importantes. Et aujourd'hui, la plupart des expérimentations sont liées à la technologie. Et donc, pour vous, est-ce qu'il y a des technologies donc l'IA, j'ai compris que pas forcément, vous intéressent particulièrement aujourd'hui et vous excitent sur l'avenir, sur les possibilités que ça peut offrir? Je ne connais pas bien cette question des technologies. Je sais que moi-même, par exemple, les rares technologies que je peux utiliser, je me fais cette réflexion ces temps-ci. Moi, j'aime beaucoup les langues. Donc, j'apprends les langues avec des méthodes. Je compare des méthodes. Je vois bien qu'il y a des méthodes, des marques, mais je ne vais pas les citer ici, bien sûr, qui sont plus efficaces que d'autres. Bon, on peut regarder comment elles s'y prennent. Donc, il y a bien moi, ça m'intéresse assez, cette idée de méthode de langue. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais je ne pense pas qu'il y ait une méthode en général. Enfin, moi, je ne connais pas de méthode dont je puisse dire, ça va marcher à tous les coups. Ça rejoint ce qu'on disait auparavant, à savoir, je pense qu'il y a toujours des aléas de type interpersonnel qui vont interférer. Et voilà, mais je ne connais pas bien cette question. Il y a des gens qui sont plus spécialisés que moi là-dessus. Mais ce qui est super, c'est bien, ça donne un autre point de vue. Alors, on peut peut-être citer, hein, d'ailleurs, enfin, à moins que ce soit un problème de les citer, en tout cas pour moi, ça l'est pas de citer une application, parce que je suppose que c'était peut-être une application que vous avez utilisée pour apprendre des langues. C'est quoi votre application préférée, si c'était une app? Les applications préférées? Moi, j'utilise beaucoup de la recherche documentaire. C'est la seule chose que mais alors, ça, tout le temps, hein, par jour, je passe mon temps à chercher des applications, enfin, de la documentation quand j'écris. Qu'est-ce que j'utilise le plus? C'est tout. Enfin, c'est la principale, en tout cas. Mais pour apprendre les langues, vous utilisez pour l'apprendre des langues, donc moi personnellement j'utilise des méthodes avec du son, mais aussi des méthodes où j'écris moi-même. Moi par exemple je crois beaucoup pour apprendre une langue à écrire, à répéter l'écriture, à trouver des formules pour dire autrement la même chose. Donc mais ça c'est peut-être une question de génération. Moi j'ai vraiment besoin d'écrire. Je ne pourrais pas faire uniquement des méthodes entièrement orales. Ça j'aurais vraiment du mal. Je l'ai testé chez des entreprises privées où on arrivait les mains dans les poches. Et moi, je suis mal à l'aise, j'ai vraiment besoin d'écrire. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a des différences, vraiment, selon les personnes. Et écrire sur un clavier, le même effet? Non, sur un papier. sur un papier. Je me doutais de la réponse. Voilà. Bon.
Super, bah, écoutez, génial. Alors, je vais passer aux questions de la fin avec Oui. la plus grande. La formation dans 10 ans, pour vous, c'est quoi? Je suis pas sûre qu'au niveau de la formation initiale, il y ait beaucoup de changements. Je pense que s'il y a des changements, ça sera plutôt dans la formation professionnelle et supérieure, où là, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait auparavant, il faut vraiment mettre plus de concret dans les formations. À l'heure actuelle, dans le secondaire et dans le supérieur, on forme tous les jeunes comme si c'était de futurs intellectuels en formation. Or, ils ne sont pas tous de futurs intellectuels. Et qu'est-ce que le travail intellectuel? Il y a eu quand même des beaux travaux de réflexion là-dessus. Donc, je pense qu'au niveau primaire, et sans doute premier cycle du secondaire, en gros, jusqu'à 15-16 ans, il faudra expérimenter des méthodes. Peut-être on trouvera des méthodes plus efficaces. Il faudra sans doute revoir la formation des maîtres qui, dans notre pays, est beaucoup trop intellectuelle et pas assez pratique. Donc ça, c'est vraiment très important. Mais les modalités de la formation elles-mêmes ne sont peut-être pas tellement modifiées. Par contre, au niveau de l'apprentissage sur le tas, il y aurait beaucoup de réflexions à faire sur comment organiser de manière efficace, parce qu'on a toujours, surtout dans le milieu scolaire, une vague méfiance par rapport à l'apprentissage, au stage, etc. On dit, oh, ils vont se faire exploiter, ils vont rien apprendre, etc. Ouais. Mais comment on apprend un geste professionnel? Là, il y a sans doute quand même beaucoup de... Alors, est-ce qu'il faut le simuler, justement? Peut-être des technologies peuvent être intéressantes, de simulation de situation, je sais pas. Et puis, après, au niveau du recrutement, je pense qu'au niveau du recrutement, alors peut-être l'IA et d'autres techniques peuvent permettre d'avancer aussi sur comment on recrute la personne qui saura faire quelque chose. Est-ce qu'on la met en situation sur Internet ou autre, sur une appli quelconque, ou est-ce qu'on fait passer des examens? Est-ce qu'on demande des diplômes? Je pense que tout ce qui est mis en situation serait sûrement moins inégalitaire que de regarder un CV avec les mentions et l'endroit où ça a été obtenu le diplôme. Donc je pense que là, il peut y avoir des évolutions qui peut-être appelleront des modifications techniques. Mais voilà, moi je suis pas une fanat des évolutions. Je pense qu'on compte beaucoup sur les évolutions. Vous savez, dans les années 80-90, on disait, ah, l'école de l'an 2000. Moi, j'ai participé à je sais pas combien de colloques, l'école de l'an 2000. Ah, ben, vous voyez, l'école de l'an Ouais. 2000. Il Donc, n'y a pas eu énormément de voilà. différence au final. Donc, Ouais, bien peut-être que sûr. le Mais plus de temps que 2050, ce qu'on pense à 2030, chaque en fois. tout cas, ça sera pas si D'accord. différent. Ok, bah, je poserai la question alors dans l'éducation dans 30 ans bientôt. Comme ça, on Par aura exemple, mais je serai plus non, là. non, mais... Ok, super. Non, mais hyper intéressant. Est-ce qu'il y a une personne ou un média qui vous inspire dans l'univers de la formation, de l'éducation? Bah, les médias, moi je consomme beaucoup de presse. Je pense que la presse aujourd'hui est extrêmement intéressante. Alors, il y a la presse vraiment spécialisée dans mon domaine avec Alter Echo, Sciences Humaines, etc., Philo Magazine. Mais des journaux comme Courrier International, par exemple, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que vous avez le regard souvent sur la France, vous avez des comparaisons. Je pense qu'on gagne vraiment à se décentrer. Et moi, c'est vraiment pour n'en citer qu'un, que vraiment le journal que j'apprécie le plus. Et d'ailleurs, j'ai même abonné, pour rien vous cacher, une de mes petites filles à ce journal, parce que je trouve que c'est vraiment pour un ado, c'est vraiment très, très intéressant. Ouais, c'est chouette. C'est vrai que ça donne une perspective. C'est vrai qu'on regarde peut-être pas assez finalement du point de Mais, vue des autres pays, la France. mais même au niveau de C'est la télé et même au niveau de la sûr, télévision, bien sûr. si vous regardez la BBC, vous n'avez pas la même information que sur les grandes chaînes nationales. C'est beaucoup plus international. C'est sûr. Génial. Est-ce qu'il y a un livre sur votre table de chevet? De chevet, non, parce que sur mon chevet, je lis la presse. J'ai pas le temps de lire des romans. Moi, j'ai pas encore trouvé le temps de lire des romans, donc je lis sans arrêt des essais. Mais avant de me coucher, je lis plutôt la presse, pour tout vous dire. Donc les hebdos, les grands hebdomadaires ou ceux que je viens de citer. Voilà. Ok, super. Alors, on l'a un petit peu évoqué, mais est-ce qu'il y a un outil plutôt digital que vous aimeriez partager? Un outil digital. Moi, je me sers que de mon téléphone et de mon ordi. Voilà. Je n'ai Super. pas de compte tour. Je n'ai pas de, j'écoute pas de la musique en faisant du sport. Non, moi, j'ai besoin de rien. Et j'ai toujours peur que ça marche pas. Donc, vous voyez, je suis vraiment très, très technophobe. Mais bon, c'est vraiment un problème de génération, puis que j'ai pas envie de m'y mettre. Je vois pas ce que ça m'apporte vraiment. Ok, mais c'est bien, comme quoi on peut y arriver sans aussi. Et on parle parfois de low-tech ou de no-tech, donc c'est aussi des choses qui peuvent être intéressantes. Et parfois on essaie de chercher la complexité avec la technologie, je pense. Donc c'est bien d'avoir ce retour-là aussi. Où est-ce qu'on peut vous trouver et peut-être trouver vos livres aussi au passage? Bah, mes livres, beaucoup sont en e-book, donc c'est assez facile de les trouver. Il y a des e-books, il y a du papier. Moi, je crois qu'on lit mieux sur le papier. Je suis vraiment, je fais un cas désespéré. Mais ça a été démontré par les psychologues, qu'on lisait mieux sur le Ah oui? papier. D'accord. Donc, mes livres, on les trouve partout, dans les bibliothèques municipales et en e-book. Voilà.
Super. Super. Et ben, écoutez, Marie, merci beaucoup pour votre passage aujourd'hui dans le podcast. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour clôturer l'épisode? Un dernier mot. Après, je ne sais pas qui va vous regarder. Je pense que ça serait bien qu'il y ait des profs du secondaire, parce que je pense qu'il y a une réflexion sur toutes ces questions bien plus développée dans le monde du travail, les responsables des ressources humaines et dans l'enseignement professionnel. Ce qui me désespère parfois, c'est le prof d'une discipline assez éloignée finalement de la vraie vie et qui n'en sort pas. Et donc, ça serait bien peut-être que vous diffusiez aussi dans ces milieux. Mais je ne sais pas comment vous les touchez, ces gens-là. Ils sont en vacances, ils tiennent à leurs vacances. C'est pas forcément évident. Ah, mais les liens se font, hein. On a souvent des personnes, et puis, comme vous l'avez dit, parfois les profs sont mariés avec des profs, donc le message peut se transmettre ça, aussi, donc espérons. Comme on dit. Exactement. Écoutez, Marie, merci beaucoup, et je vous souhaite une très bonne journée. Bon, et bonne continuation à vous, alors. Au revoir. Merci.